J'avais payé chaque détail du mariage extravagant de mon fils. Les fleurs, le traiteur, le lieu même. Pourtant, quand je suis arrivée, mon fils unique m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je n'étais pas la bienvenue, que j'étais une gêne. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment même où il me repoussait, j'ai décidé de mettre fin à toute sa célébration. Avant de reprendre le fil, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez et de nous dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. La carte d'invitation d'un blanc immaculé n'était qu'un mensonge. J'étais assise, rigide, dans la salle de bal opulente du Splendide. Un fantôme au mariage de mon propre fils. Chaque serviette de lin, chaque flûte de cristal, chaque centre de table orné de roses parfumées, j'avais tout payé. Pourtant, me voilà, la propre mère du marié, bannie à la périphérie. Plus tôt, en choisissant une robe saphir profond pour le mariage de Marc, je m'étais accrochée à l'idée de dignité malgré notre lien compliqué. Ma décision de financer cet événement somptueux, secrètement, via Éternel Souvenir, était née d'un mélange d'espoir et d'une histoire douloureuse. Marc, mon fils unique, ne pouvait pas le savoir. Il considérait toute aide directe comme une atteinte à son autorité. Après le décès de Louis, mon mari, il y a 16 ans, j'avais bâti mon entreprise de blanchisserie et élevé Marc seul. Il en était venu à avoir honte de mes origines humbles, s'éloignant jusqu'à ce que je vende l'entreprise il y a 5 ans pour 300 000 $. 2 semaines s'étaient écoulées sans rien, pas d'appel, pas d'invitation. Pourtant, je m'étais habillée ce matin-là. Un chèque substantiel pour leur lune de miel glissé discrètement, m'accrochant à l'espoir naïf qu'une mère ne pouvait pas vraiment être désinvitée. Le hall du Splendide bourdonnait. Les invités tourbillonnaient, mais aucun visage familier. Marc me présentait rarement à son cercle d'élite. Puis, un cri joyeux. « Mamie !» Léa, ma petite fille de 22 ans, la fille de Marc issue de son premier mariage, s'est précipitée dans mes bras. Léa, la seule qui se souciait vraiment. Marc s'est approché, son beau visage tendu. « Maman !» a-t-il dit, les yeux plissés. « Que fais-tu ici ?» Ma confusion fut instantanée. « Je suis venue à ton mariage, bien sûr. » Il m'a entraînée à l'écart, la voix ferme. « Tu n'es pas sur la liste des invités. C'est un événement d'élite. Les parents de Céleste, nos collègues. Tu ne seras pas à l'aise. » Les mots furent un coup direct. Il ne m'avait pas seulement pas invitée. Il ne voulait pas de moi ici. Mes mains de travailleuse, le labeur de ma vie, jugées indignes. « Tu as honte de moi !» ai-je affirmé, la vérité crue me déchirant. Il simula le déni, blâmant le désir de perfection de Céleste, l'investissement de ses parents. « Tu ne veux pas que ta mère blanchisseuse ruine l'expérience !» ai-je conclu, l'amertume cinglante. « Maman, ne commence pas !» a-t-il claqué. « Nous pourrons nous voir après la lune de miel. » Céleste, magnifique, 38 ans, a glissé vers nous, son sourire mince. « Marc, mon chéri, tout va bien ?» Elle m'a congédié d'un coup d'œil. « Oh, Madame Dubois, dommage que vous n'ayez pas pu être à la cérémonie. Peut-être une autre fois. » J'ai imploré Marc du regard d'intervenir. Il est resté silencieux, évitant mon regard. « Je suis désolée, mais tu n'étais pas invité, » a-t-il marmonné. « S'il te plaît, pars. » Des larmes ont piqué mes yeux, mais je les ai retenues. Pas ici, pas devant eux. Des années à fermer les yeux, à trouver des excuses. Tout a craqué. « Comme tu veux, » ai-je hoché la tête, la voix ferme. « Félicitations. » Léa m'a retenue par le bras, les larmes aux yeux. « Mamie, s'il te plaît, reste. » « C'est bon, ma chérie. Appelle-moi demain. » Je me suis éloignée, les regards curieux transperçant mon dos. Dehors,
Le soleil brillait. Mais mon monde s'était effondré en cendres. Dans ma voiture, le téléphone me semblait lourd. 16h20. Cérémonie en cours. Banquet à 19h. Entièrement payé par moi. Le cadeau intact. J'ai démarré la voiture, quittant le Splendide, laissant mon fils à une nouvelle vie. Une vie sans sa mère. Le trajet de retour fut un flou d'échos cruels. Tu n'étais pas invité. Maman s'en va. Événement d'élite. Chaque mot une nouvelle blessure. 67 ans de sacrifice, se terminant par cette humiliation publique. Ma rue tranquille n'offrait aucun réconfort. À l'intérieur de ma maison vide, des photos d'un Marc souriant, de l'enfance à la remise des diplômes, se moquaient de ma douleur. Quand suis-je devenue une source de honte? Je me suis effondrée dans un fauteuil, me souvenant de Louis, mon mari. Lui, il avait compris. Notre entreprise bâtie ensemble, puis développée par moi. J'avais toujours subvenu aux besoins de Marc. Les acomptes de ses appartements, son premier mariage, l'école privée de Léa, le remboursement de ses dettes. Toujours présente, financièrement, émotionnellement. Mais ses désirs de haute société, sa carrière, avaient creusé un gouffre. Ma fortune de 2,3 millions de dollars, investie en toute sécurité, n'avait fait qu'amplifier son sentiment d'avoir droit à tout, pas son affection. Sa proposition pour un investissement risqué dans une start-up, mon refus, son mépris, tout avait mené à ce moment. L'idée de réparer les choses avec les fiançailles de Céleste ressemblait maintenant à une cruelle plaisanterie. Mon téléphone a vibré. Monsieur Mercier, mon directeur de banque. Sa voix enjouée m'irritait. Madame Dubois, je vérifie vos comptes. J'ai fixé l'horloge. 17h15. Vœux échangés. Le banquet allait commencer bientôt. Tout était payé par moi. Oui, ai-je murmuré d'une voix rauque. Monsieur Mercier, puis-je annuler des paiements dus dans les prochaines heures? Il a confirmé que c'était possible. Les paiements de l'agence de mariage. 80 000 $. Le Splendide, Feuille d'Or, l'atelier de Jacques, Romarin. Énumérer les dépenses somptueuses a alimenté une détermination froide et silencieuse. Circonstances imprévues. Annulé immédiatement. Je suis prête à payer les pénalités. Il a tapé. La plupart sont prévus pour demain. Je peux arrêter. Certains sont partiellement autorisés. Je contacterai le service administratif. Merci. Une chose de plus. Ouvrez une fiducie pour ma petite fille, Léa Dubois. Transférez ses fonds là-bas. Un soulagement, une étrange légèreté m'a envahi. Enfin, une action décisive. Fini de fermer les yeux. Ensuite, éternel souvenir. La voix surprise de Sophie. Le mariage a déjà commencé. Tout se passe comme prévu. J'annule tous les paiements liés au mariage. Le rire incertain de Sophie s'est transformé en panique. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Non, la banque a confirmé. Les transactions sont arrêtées. Sa voix tremblait. Mais c'est impossible. La cérémonie est en cours. Les invités sont rassemblés. Vous ne pouvez pas juste... Je peux, et je le fais. Ça va être un scandale. A-t-elle crié. Ce n'est pas mon problème. Dites-leur la vérité. La mère du marié, non invitée, payait pour leur fête. Oh mon Dieu, a-t-elle marmonné. Je suis désolée, je ne savais pas. Maintenant vous savez. Bonne journée. Mes mains tremblaient d'une sensation de liberté retrouvée. Des années de manipulation de la part de Marc, mon amour et mon argent pris sans gratitude prenaient fin. Puis l'appel inquiet de Léa. « Mamie, où es-tu? Pourquoi es-tu partie ?» Mes yeux se sont fermés. « Ton père m'a demandé de partir, ma chérie. Il a dit que je n'étais pas invitée. »« Quoi? Il n'aurait pas pu ?» ?»« Oui, Léa. Il l'a fait. » Des voix étouffées. La salle de banquet qui se remplissait. « C'est terrible, mamie. Je vais lui parler. »« Non, ma puce.
Ne gâche pas ta fête. Quelle fête? Ce n'est pas juste. La vie a beaucoup d'injustices. Le murmure de Léa. Il se passe quelque chose d'étrange. Le directeur de l'hôtel se dispute avec papa et Céleste. Ils ont l'air très contrariés. Répercussions. Ma décision résonnait. Mamie, tu es là? Oui, ma chérie. Souviens-toi que je t'aime. Rien ne changera ça. On dirait que tu me dis au revoir. Non, sache juste que tu peux toujours compter sur moi. Je sais, mamie. Je t'aime aussi. Des voix ont appelé Léa. Des problèmes avec le banquet, a-t-elle dit avant de raccrocher. Je me suis penchée en arrière. C'est fait. Plus de retour en arrière. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais cessé d'être un distributeur automatique invisible. J'avais commencé à me respecter. Le nom de Marc a clignoté, vibrant sur l'écran, encore et encore. Maman, il faut qu'on parle. Urgemment. Rappelle-moi. J'ai retourné le téléphone. Pas aujourd'hui. Qu'il réalise. Qu'il ressente un peu de cette douleur. Le soleil s'est couché, peignant le ciel. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment vivante, me débarrassant d'un lourd fardeau. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Son son insistant, un écho lointain du chaos qui se déroulait au splendide. Un témoignage de l'amère vérité sur la profondeur des blessures que la trahison peut causer lorsqu'elle vient de ceux que l'on aime le plus. Avez-vous déjà connu une trahison si profonde qu'elle a changé le cours même de votre vie? Les coups violents brisèrent le calme matinal. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. L'horloge sur la table de chevet affichait un peu plus de 7 heures. Les coups insistants se sont transformés en un tambourinement frénétique, puis la voix de Marc, rage pure, a percé la porte. « Maman, ouvre tout de suite. Je sais que tu es là. » Je me suis levée lentement, la tempête d'hier laissant derrière elle un calme étrange. Aucune peur, aucun regret, juste une tranquille certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. En enfilant ma robe de chambre, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Marc continuait de frapper, assez fort pour réveiller toute la rue. Qu'ils entendent, qu'ils sachent quel genre de fils j'avais. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air affreux. Son costume froissé, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de sang comme s'il n'avait pas dormi. Il m'a pointé du doigt, me dépassant pour entrer dans la maison. « Tu as ruiné ma vie !» J'ai refermé la porte doucement et me suis tournée vers lui. « Bonjour Marc !» ai-je dit, ma voix calme. « Tu es en avance. »« Bon sang, n'ose pas !» a-t-il crié. N'ose pas rester là à faire comme si rien ne s'était passé. Je suis allée dans la cuisine. J'avais besoin de café. Je me souviens exactement de ce qui s'est passé, ai-je dit en remplissant la bouilloire. Tu m'as demandé de quitter ton mariage et j'ai annulé les paiements que je faisais pour ta célébration. Marc m'a suivi, ses mouvements erratiques. Tu as tout planifié. Tu as secrètement payé tout ça juste pour te venger. Tu savais que je ne voulais pas de toi là-bas. J'ai posé la bouilloire sur la cuisinière et lui ai fait face. Non, Marc. Quand j'ai organisé cela il y a 2 mois, je n'avais aucune idée que tu ne m'inviterais pas. Quelle sorte de mère imaginerait une telle chose? Il est resté silencieux un instant, puis s'est ressaisi. Tu aurais dû dire que tu payais. C'est manipulatrice d'agir dans mon dos. Aurais-tu accepté mon argent si je l'avais offert directement? Il a détourné le regard. C'est une autre question. Le fait est que tu as ruiné mon mariage. Tu m'as humiliée devant tous les invités, devant les parents de Céleste. La bouilloire a sifflé. J'ai calmement fait du café. Tu en veux? Non. Il a frappé du poing sur la table. Je ne suis pas venue pour le café. Je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça. Je me suis assise à table, tenant ma tasse. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi m'as-tu mise à la porte de ton propre mariage? Pourquoi as-tu eu honte de moi devant tes invités d'élite? Je n'avais pas honte, a-t-il marmonné, sans conviction. C'est juste. Le mariage était prévu pour un certain cercle.
un cercle où ta mère n'a pas sa place, ai-je terminé pour lui. Parce que je suis une femme simple qui a travaillé de ses mains toute sa vie. Parce que je n'ai pas d'études universitaires ou de relations dans la haute société. Parce que je t'embarrasse avec mes origines. Il a tenté d'objecter, mais aucun mot n'est venu. Il a juste agité une main. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est fait, est-ce fait. Mais tu dois arranger ça. Répare. Réparer comment? Ai-je levé un sourcil? Rendre les paiements, a-t-il lâché. Appelle la banque, l'agence, tous les fournisseurs. Dis-leur que c'était une erreur. J'ai siroté mon café, l'amertume forte sur ma langue. C'est trop tard, Marc. L'argent a été retourné sur mon compte. J'ai reçu la confirmation hier soir. Alors fais de nouveaux paiements. Il a commencé à faire les 100 pas. Céleste est hystérique. Ses parents menacent de rompre les liens. Nous avons dû passer la nuit dans un motel miteux. Je l'ai regardé, me souvenant du petit garçon qui faisait des caprices quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Tant d'années, rien n'avait vraiment changé. Où comptiez-vous passer votre lune de miel? Ai-je demandé. Il s'est arrêté, la suspicion dans les yeux. Qu'est-ce que ça a de ça à voir? En Italie. 2 semaines. Le vol part demain. Enfin, il était censé partir. Et qui a payé le voyage? Moi, bien sûr. Céleste et moi l'avons payé nous-mêmes. Non, ai-je secoué la tête. J'ai payé ça aussi, par l'intermédiaire de la même agence. Tout était inclus dans le total. Marc s'est figé, son visage se décomposant. Il s'est lentement affalé sur la chaise en face de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le montant total? J'ai soupiré. 86 400 $. C'est ce que ton mariage et ta lune de miel en Italie ont coûté, Marc. Et tout a été payé par moi. Il m'a fixé, les yeux écarquillés. C'est impossible. Tu n'aurais pas pu. Où as-tu eu cet argent? J'ai vendu l'entreprise il y a 5 ans. Tu te souviens? Pour 2 300 000 $. J'ai investi la majeure partie, vivant des intérêts. Je peux me permettre d'en dépenser une partie pour le mariage de mon fils unique. Son esprit travaillait, assimilant la vérité choquante. Sa vieille mère, une femme riche. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? A-t-il finalement demandé. Pourquoi as-tu caché ton argent? Je ne le cachais pas. Ai-je répondu calmement. Tu n'as jamais demandé. Tu n'étais intéressé que parce que tu pouvais obtenir de moi. Tu te souviens de cette start-up dans laquelle tu voulais que j'investisse 200 000 $? C'était un projet prometteur. S'est-il défendu? Ou nous aurions pu tout perdre? J'ai choisi des options plus fiables. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas échoué. Sa colère s'est adoucie en confusion, même un éclair de respect. Il m'a regardé avec de nouveaux yeux, voyant non seulement une mère, mais une femme indépendante et qui réussit. Mais l'éclaircissement fut éphémère. En 1 minute, son visage a pris le masque calculateur que je connaissais si bien. Il s'est penché en avant, sa voix devenant douce, presque affectueuse. « Maman, je comprends que tu aies été offensée. Tu avais le droit de l'être. J'ai eu tort de ne pas t'inviter. C'était une erreur. J'ai attendu. Cette tactique était familière. Reconnaître sa faute, puis faire la demande. Mais tu ne veux pas que mon mariage commence par un tel scandale, n'est-ce pas? Il a continué, exposant son argumentation. L'innocence de Céleste, l'influence de ses parents, comment il pourrait m'aider à l'avenir? Comment pourrait l'aider une vieille femme comme moi? Ai-je demandé, une touche d'ironie dans la voix. Il l'a entièrement manqué. Théo a des relations. Si tu as besoin d'un bon médecin, une place dans la meilleure maison de retraite. J'ai éclaté de rire. Maison de retraite? Vraiment, Marc? J'ai 67 ans. Je suis en bonne santé, avec suffisamment de capital pour vivre confortablement le reste de ma vie. Pourquoi aurais-je besoin d'une maison de retraite? Il a rougi, mais s'est vite ressaisi.
Je donnais juste un exemple. Le fait est que nous serions tous mieux si tu rectifiais la situation. Rends l'argent et nous pourrons refaire le dîner de mariage, avec toi présente. Je t'inviterai personnellement, te mettrai à la place d'honneur. J'ai posé ma tasse vide, secouant la tête. Non, Marc, l'argent ne reviendra pas pour le mariage. Son visage s'est crispé. Le masque est tombé. La fureur a remplacé la bienveillance. Que veux-tu dire par non? Tu ne peux pas juste dire non. C'est mon mariage, ma réputation. J'ai déjà géré l'argent. Ai-je dit calmement. Il ira à l'éducation de Léa. Marc s'est figé. Quoi? Hier soir, j'ai ouvert une fiducie au nom de Léa. 80 000 $ seront disponibles pour ses études. Université, master, peut-être un doctorat. Elle a 22 ans. Elle a toute la vie devant elle. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il explosé. Cet argent était destiné à mon mariage. C'était pour ton bonheur. L'ai-je corrigé? Mais tu as clairement fait savoir que ton bonheur ne m'incluait pas. Alors j'en ai trouvé un meilleur usage. Marc a bondi de sa chaise, le visage cramoisi. Tu fais ça par dépit, par vengeance. Tu veux ruiner ma vie. Je me suis levée, soutenant son regard directement. Non, Marc, je fais ça parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai décidé de me respecter. Pendant des années, j'ai toléré ton indifférence, ta honte de moi, tes demandes constantes d'argent sans un mot de remerciement. Je t'ai laissé m'utiliser, espérant qu'un jour tu me verrais non seulement comme une source de soutien financier, mais comme une mère qui t'aimait et méritait le respect. Des larmes ont piqué ma gorge, mais je les ai retenues. Mais tu as dépassé les bornes hier. Mettre sa propre mère à la porte d'un mariage n'est pas seulement irrespectueux, c'est cruel, et je ne le supporterai plus. Marc est resté debout, respirant difficilement, les mains serrées. « Tu vas le regretter », a-t-il grogné. « Je te le jure, la seule chose que je regrette, » ai-je répondu, « ce sont les années que j'ai passées à te laisser me manipuler. Mais c'est fini. Tu... a-t-il haleté de rage, incapable de trouver ses mots. Qu'est-ce que je vais dire à Céleste? À ses parents? Ils attendent une explication. Dis-leur la vérité. Ai-je haussé les épaules? Que tu as mis ta mère à la porte du mariage et qu'elle a retiré son soutien financier. Ou invente quelque chose. Tu as toujours été inventif avec les excuses. Marc a attrapé une tasse de café sur la table et l'a jetée au sol. La porcelaine s'est brisée, le marc de café se dispersant sur le linoléum. « Ce n'est pas fini !» a-t-il sifflé. « Je trouverai un moyen de te le faire payer. Et l'argent pour les études de Léa. Je contesterai cette fiducie. C'est ma fille. J'ai le droit de... » « Tu peux essayer. » ai-je dit calmement. Mais la fiducie est légalement impeccable. Mon avocat s'en est assuré. L'argent appartient à Léa. Et ni toi ni moi ne pouvons le prendre. Son visage s'est tordu de rage impuissante. Il s'est retourné, balayant tout ce qu'il pouvait du comptoir. Salière, sucrier, un vase de fausses motoplumes aux fleurs, les envoyant s'écraser au sol. « Je ne veux plus te voir !» a-t-il crié se retournant dans l'embrasure de la porte. « Tu n'es pas ma mère. Tu n'as jamais été une vraie mère pour moi. » Ces mots auraient dû blesser. Mais étrangement, je n'ai ressenti qu'un soulagement. C'était comme si le dernier fil qui me reliait à une relation toxique s'était enfin rompu. « Au revoir, Marc », ai-je dit doucement. Il a claqué la porte si fort que le verre a tremblé. J'ai entendu sa voiture crisser au loin. Je me suis effondrée dans le fauteuil, regardant les éclats de tasse sur le sol. Symbolique. Notre relation était brisée aussi, impossible à réparer. Mais au lieu de l'amertume, un calme étrange m'a enveloppée. Pour la première fois depuis des années, je faisais ce que je pensais être juste, sans m'adapter aux attentes de mon fils, sans sacrifier ma dignité pour ses caprices.
La sonnerie insistante de mon téléphone m'a tiré de mes pensées. La lueur du nom de Léa sur l'écran. Un rappel frappant de l'espoir fragile qui vacillait encore au milieu des décombres d'une famille brisée. Un seul acte de défi suffira-t-il à guérir véritablement une vie de blessures? Ou n'était-ce que le début d'une bataille différente? La sonnerie insistante de mon téléphone m'a tiré de mes pensées. C'était Léa, sa voix encore tremblante. « Mamie, tu vas bien? Papa vient de m'appeler. Il était furieux. Je vais bien, ma chérie, ai-je répondu. La tasse brisée sur le sol brillant toujours, un rappel frappant de la rage de Marc. Ton père est passé. Nous avons parlé. Il est contrarié. Mais il s'en remettra. Puis la vraie question est venue. Il a dit que tu m'as donné l'argent du mariage? Pour mes études? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ai-je souri faiblement. J'ai mis en place une fiducie à ton nom. Université, études supérieures, tout ce que tu veux. C'est à toi. Mais mamie, a-t-elle haleté, c'est une énorme somme d'argent. Je ne peux pas. Tu peux, l'ai-je interrompu doucement. C'est le meilleur investissement que je puisse faire. Tu es intelligente, talentueuse. Utilise cet argent pour construire une carrière, pour devenir indépendante. La voix de Léa était nouée d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Mais j'ai peur que papa ne te parle plus du tout maintenant. C'est son choix. Ai-je soupiré. Je serai toujours prête à me réconcilier, s'il le veut vraiment. Mais je n'accepterai plus de manque de respect. Je comprends. A dit Léa doucement. Je suis de ton côté, grand-mère. Ce qu'il a fait au mariage était horrible. Elle a ensuite partagé des extraits du chaos au Splendide. Céleste et ses parents avaient abandonné Marc au motel tôt ce matin-là. Le mariage n'était pas seulement gâché. Le mariage lui-même semblait vaciller au bord du gouffre. Après avoir raccroché, j'ai fixé les fragments de la tasse. Symbolique. Notre relation. Brisée. Mais au lieu de l'amertume, un calme étrange s'est installé en moi. J'ai tendu la main vers le balai. Il était peut-être temps d'opérer un changement profond. La Rochelle gardait trop de souvenirs douloureux. Il était peut-être temps de déménager, de commencer un nouveau chapitre. J'ai ouvert un site web immobilier, juste pour regarder, pour explorer les possibilités. Le téléphone a sonné. Monsieur Mercier. Madame Dubois, la fiducie pour Léa Dubois a été exécutée avec succès. Tous les documents sont en ordre. L'argent est transféré. Mon cœur a bondi. Votre fils a appelé? A-t-il poursuivi, essayant d'obtenir des détails, disant que c'était une sorte d'erreur. J'ai soupiré. Il n'y a pas d'erreur, monsieur Mercier. La fiducie a été mise en place à mon initiative, entièrement selon mes souhaits. C'est ce que je lui ai dit, a-t-il confirmé. Mais il était persistant, à menacer d'intenter une action en justice. Qu'il menace, ai-je répondu calmement. Il n'a aucune raison de contester la disposition de mes propres fonds. Je suis retournée aux annonces immobilières, naviguant maintenant aussi sur des sites de croisière. Toute ma vie, j'avais rêvé de voir le monde, mais je l'avais toujours repoussé. D'abord la famille, puis les affaires, puis Marc. Il était temps de vivre pour moi-même. Et pour la première fois depuis des années, cette pensée n'a suscité aucune culpabilité. Seulement une joie tranquille et résolue. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez réalisé qu'il était enfin temps de reprendre vos propres rêves en main? 4 mois, c'est tout ce qu'il a fallu pour laisser ma vieille vie derrière moi. La vente de ma maison de La Rochelle a été étonnamment rapide, partie en 3 jours à un prix supérieur au marché. C'était comme si le destin lui-même me poussait vers ce changement, dissolvant mes liens passés avec une rapidité remarquable. Trouver un nouveau foyer a pris un peu plus de temps. Mais quand j'ai vu un petit bungalow douillet dans un quartier tranquille de Nantes, avec sa terrasse
et son jardin accueillant, j'ai su instantanément, c'était ça. Déménager à 67 ans peut sembler fou pour certains. Mes anciens voisins de La Rochelle avaient secoué la tête, marmonnant de rester là où les choses étaient, familières à mon âge avancé. Mais j'ai senti que c'était précisément maintenant, avec la majeure partie de ma vie derrière moi, que je désirais un nouveau départ. J'avais besoin d'air frais, de nouveaux visages, de nouvelles opportunités. Mes premières semaines à Nantes furent un flou de déballage et d'organisation. J'ai acheté de nouveaux meubles, rideaux, vaisselle. Tout était neuf, rien de mon ancienne vie. C'était comme repartir complètement à zéro. Puis, j'ai commencé à explorer la ville, ses parcs anciens, ses charmants musées, ses restaurants douillets. Je me suis même inscrite à des cours d'aquarelle au centre communautaire local. Jeune fille, j'adorais peindre, mais j'avais sacrifié cette joie pour bâtir mon entreprise. Maintenant, des décennies plus tard, le pinceau me semblait un vieil ami, un morceau de moi-même enfin retrouvé. Mon téléphone a vibré. Un message de Léa. Elle avait envoyé une photo de son projet étudiant, une maquette architecturale élaborée. Obtenu la meilleure note, disait la légende. Merci pour l'opportunité d'aller à l'université, mamie. Un doux sourire a effleuré mes lèvres. Après le fiasco du mariage, Léa s'était inscrite à un programme de master en architecture. Un rêve de longue date qu'elle avait reporté par manque de moyens. Maintenant, grâce à la fiducie que j'avais mise en place, elle pouvait s'immerger pleinement dans ses études, libérée des contraintes financières. Nous parlions souvent. Nos conversations étaient un baume. Léa était le seul pont vers mon passé que je chérissais. Elle a mentionné que Marc était toujours en colère, mais moins vantard, semblant accepter un emploi plus modeste et moins prestigieux. Peut-être que les leçons du mariage raté ne lui avaient pas été entièrement perdues, bien que je n'osais pas trop espérer. Ma nouvelle conseillère financière, Tamara, une jeune femme brillante, m'avait donné une confiance totale dans ce changement. « Madame Dubois, avait-elle dit, avec votre capital et des dépenses raisonnables, vous pouvez vous permettre de vivre pleinement votre vie. Vous avez travaillé dur. Maintenant, profitez des fruits de votre labeur. » Ce conseil résonnait dans mon esprit alors que je disposais méticuleusement les articles pour ma prochaine croisière aux Caraïbes. Un nouveau maillot de bain, des lunettes de soleil, un chapeau à large bord, mon appareil photo. À côté, un manuel de phrases espagnol. J'avais commencé à apprendre il y a 2 semaines, espérant communiquer un peu avec les habitants des îles. Un rêve que je chérissais depuis des décennies devenait enfin réalité. Louis et moi avions toujours parlé d'un tel voyage. Un jour, quand les affaires seront stables, quand Marc sera grand. Mais Louise est mort. Et un jour n'a cessé d'être reporté. Maintenant, je le faisais. Pour moi, la pensée de prendre le large, laissant derrière moi les rives des attentes et de la souffrance silencieuse, m'a rempli d'une joie tranquille. Avez-vous déjà ressenti la promesse exaltante d'une vie déchargée, attendant juste au-delà de l'horizon? Ma nouvelle vie, déchargée de tout fardeau, me semblait exaltante, une mélodie que j'apprenais enfin à composer. Mon téléphone a vibré. C'était Madame Bertrand, ma nouvelle amie du groupe d'aquarelle. « Éléonore, tu es prête? Je serai chez toi dans 21 minutes. » Sa voix énergique contrastait agréablement avec les tons feutrés de La Rochelle. J'ai enfilé une robe à fleurs vives, un choix audacieux que je n'aurais jamais osé dans mon ancienne vie, libéré des jugements des voisins ou des commentaires ironiques de Marc. Madame Bertrand, une sexagénaire énergique au rire contagieux, était l'opposé de toutes les personnes que j'avais connues. Divorcée, sans enfant, elle avait voyagé à travers le monde. « Oh, quelle jolie robe !» s'est-elle exclamée, les yeux brillants. « Tu feras sensation aux Caraïbes. »
Au restaurant de fruits de mer, Madame Bertrand m'a régalé d'histoires de marchandages sur les marchés jamaïcains et de rhum local. J'ai souri, prenant des notes mentales, ressentant le contraste frappant entre mon passé et mon présent. Moi, Éléonore Dubois, marchandant sur un marché? Impensable avant. Maintenant, une possibilité excitante. « Et ton fils ?» demanda soudain Madame Bertrand, sa voix s'adoucissant. « Est-il toujours aussi distant ?» J'ai soupiré. « Non, il ne l'est pas. Et je ne m'attends pas à ce que ça change. » Madame Bertrand a haussé les épaules. Ma mère disait toujours « Les enfants sont élevés pour le monde, pas pour soi. Ton fils vit sa vie, et tu as tout à fait le droit de vivre la tienne. » Ces mots simples étaient un baume, pragmatique et vrai. Plus tard, en marchant le long des quais de Nantes, à regarder les bateaux de touristes, j'ai ressenti une possibilité infinie. Dans 3 jours, je serai sur un bateau bien plus grand, ai-je dit. Et ce ne sera que le début, cligna Madame Bertrand. Après les Caraïbes, il y aura la Méditerranée, l'Alaska. Ne t'emballe pas, ai-je ri. De retour à la maison, j'ai vérifié ma liste pour la croisière. Maillot de bain, appareil photo, guide de conversation espagnol. Un rêve en préparation depuis des décennies. Louis et moi en avions parlé. Les besoins de Marc l'avaient toujours éclipsé. Maintenant, c'était pour moi. La voix, étrangement semblable à celle de Marc, murmurait des doutes sur la maladie, sur l'épargne pour les coups durs. Mais j'avais appris à la faire taire. Ma nouvelle conseillère financière, Camille, m'avait soutenue. Vous avez travaillé dur pour bâtir cette fortune. Maintenant, profitez des fruits de votre labeur. J'ai pris un vieil album photo, le seul souvenir de ma vie d'avant. Et j'ai tourné les pages jusqu'à une image de Louis, du jeune Marc et de moi sur une plage. Nous sourions tous, heureux. « J'espère que tu approuverais, Louis, » ai-je murmuré, traçant son visage du doigt. « J'espère que tu dirais que je mérite cette nouvelle vie. » Le téléphone a vibré. Un autre message de Léa. « J'ai eu la meilleure note à mon projet. Merci pour la fac, mamie. » Mon cœur a gonflé. Marc n'avait peut-être pas beaucoup changé. Léa disait qu'il était plus calme, moins vantard, mais toujours aussi distant. Mais mon choix lui avait ouvert un monde. Ce chapitre avec Marc était clos. Maintenant, une nouvelle vie m'attendait, pleine de nouvelles impressions, de nouvelles découvertes. Ma propre vie, debout sur ma nouvelle terrasse à Nantes, sous un ciel parsemé d'étoiles, le jasmin embaumant l'air, j'ai ressenti un calme profond. « Merci », ai-je murmuré à la nuit, au destin, à moi-même, à 67 ans. Je vivais enfin la vie que j'avais toujours désirée. Mais que faut-il vraiment pour embrasser une transformation personnelle aussi radicale? Surtout quand cela signifie rompre des liens qui vous définissaient autrefois? Le ciel nocturne de Nantes, parsemé d'1 million d'étoiles lointaines, semblait murmurer des promesses de voyages inouïs. J'ai respiré le parfum doux du jasmin d'un jardin voisin. Une nouvelle fragrance pour une nouvelle vie. Dans 3 jours, je serai sur ce paquebot, en route pour les Caraïbes. Un rêve que j'avais chéri pendant des décennies, prenant enfin forme. Louise et moi en avions souvent parlé. Un jour, quand les affaires seront stables, quand Marc sera grand. Mais Louise est mort, et ce jour n'a cessé d'être reporté. D'abord pour le travail, puis pour des obligations envers mon fils. Maintenant, je le faisais enfin. Pour moi, le voyage était cher. Mais après avoir vendu ma maison de La Rochelle et acheté ce bungalow douillet à Nantes, il me restait amplement d'argent. Mes investissements ronronnaient, générant un revenu stable. Les petits luxes ne me semblaient plus un péché, mais une juste récompense. Cette voix lancinante, étrangement semblable à celle de Marc,
essayait toujours de refaire surface. Et si tu tombais malade, qui prendrait soin de toi dans une ville étrangère? Ne vaudrait-il pas mieux économiser pour les jours difficiles? Mais j'avais appris à la faire taire. La vie était trop courte pour constamment reporter le bonheur. Ma nouvelle conseillère financière, Camille, me soutenait pleinement. « Madame Dubois », avait-elle dit, sa voix pleine d'assurance, « avec votre capital et une gestion judicieuse, vous pouvez vous permettre de vivre pleinement tout en conservant un matelas de sécurité financier. Vous avez travaillé dur pour bâtir cette fortune. Maintenant, il est temps de profiter des fruits de votre labeur. » J'ai étalé les articles que je comptais emporter. Un nouveau maillot de bain, le premier que j'achetais depuis des années. Son motif éclatant contrastant fortement avec mes anciens choix plus sages. Des lunettes de soleil, un chapeau à large bord, mon appareil photo. À côté, un guide de conversation espagnol, ses pages déjà cornées après 2 semaines d'études. Je voulais communiquer, même un peu, avec les habitants des îles. Mon téléphone a vibré. C'était Madame Bertrand. « Éléonore, tu es prête? Je serai chez toi dans 21 minutes. » Sa voix énergique était un réconfort bienvenu. « Oui, Madame Bertrand, je suis prête, » ai-je répondu, un sourire sincère dans ma voix. Je suis allée me changer, tirant une robe légère, à motifs floraux de mon placard. Un autre achat récent, quelque chose de lumineux et de jeune. À La Rochelle, je n'aurais pas osé la porter, craignant les regards jugeurs des voisins ou les commentaires sarcastiques de Marc. Mais ici, à Nantes, j'étais libre. Personne ne me connaissait comme la mère de Marc, ou la veuve Dubois qui vit recluse. J'étais simplement Éléonore, une nouvelle résidente qui prenait des cours de peinture et apprenait l'espagnol. Madame Bertrand est arrivée exactement à l'heure. Elle avait 60 ans, avec une coupe de cheveux courte et nette et un rire communicatif, le contraire absolu de mes anciennes amies. Divorcée, sans enfant, elle avait parcouru la moitié du monde en tant que photographe indépendante. « Oh, quelle jolie robe !» s'est-elle exclamée, les yeux brillants quand j'ai ouvert la porte. « Elle te va à merveille. Tu vas faire sensation aux Caraïbes. » Nous nous sommes dirigés vers un petit restaurant de fruits de mer près de chez moi. Pendant le dîner, Madame Bertrand m'a interrogée sur la croisière, me donnant des conseils. Elle avait visité certaines des îles de mon itinéraire. « N'oublie pas de goûter au rhum local en Jamaïque, » a-t-elle dit, « et n'aie pas peur de marchander sur les marchés. Cela fait partie de la culture locale. » J'ai écouté, prenant des notes mentales, sentant le profond changement dans ma vie. Moi, Éléonore Dubois, marchander sur un marché jamaïcain? Impensable auparavant. Maintenant, c'était une possibilité excitante et concrète. « Et ton fils ?» demanda Madame Bertrand, sa voix s'adoucissant. Elle connaissait les grandes lignes de mon conflit avec Marc. Est-il toujours aussi distant? J'ai soupiré. Non, il ne l'est pas, et je ne m'attends pas à ce que ça change. Madame Bertrand a haussé les épaules. Ma mère disait toujours, « Les enfants sont élevés pour le monde, pas pour soi. Ton fils vit sa vie, et tu as tout à fait le droit de vivre la tienne. » Ces mots étaient comme de l'eau fraîche, pratique, sans sentimentalisme, reconnaissant simplement la réalité de ma situation. Après le dîner, nous avons marché le long des quais de Nantes. La ville était magnifique au crépuscule. De vieilles maisons avec balcons, des places avec fontaines, des arbres ornés de lichens pendants. Nous nous sommes arrêtés là où les bateaux de touristes étaient amarrés. « Dans 3 jours, je serai sur un bateau bien plus grand, » ai-je dit, regardant les bateaux-mouches. « Et ce ne sera que le début, » cligna Madame Bertrand. « Après les Caraïbes, il y aura la Méditerranée, l'Alaska, la Scandinavie. Ne t'emballe pas, » ai-je ri. « Laisse-moi gérer cette croisière d'abord. » Nous nous sommes dit au revoir devant ma maison.
Madame Bertrand m'a serré dans ses bras, promettant de me déposer à l'aéroport le jour du départ. « Et apporte-moi un magnet de la Barbade », a-t-elle crié en montant dans sa voiture. « J'en ai déjà une collection. » De retour à l'intérieur, j'ai vérifié une dernière fois ma liste pour la croisière. Tout était prêt. Je me suis assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin nocturne éclairé par un seul lampadaire. Mes pensées ont vagué vers Marc. Léa m'avait donné les dernières nouvelles il y a 2 semaines. Il avait pris un nouveau poste, toujours dans l'assurance, mais dans une plus petite entreprise et avec un salaire plus bas. Céleste n'était pas contente. Elle y voyait un recul. Mais Marc lui-même semblait l'accepter. « Il est devenu plus calme », avait dit Léa. Moins vantard, plus réaliste. Peut-être les dures leçons du mariage raté n'avaient-elles pas été entièrement vaines. Peut-être Marc avait-il enfin commencé à réaliser que le luxe ostentatoire et le besoin désespéré d'impressionner n'étaient pas les choses les plus importantes dans la vie. Ou peut-être, ai-je pensé, n'était-ce que mes illusions maternelles, voulant croire que mon fils avait le potentiel de grandir. Quoi qu'il en soit, j'avais pris ma décision. Je ne laisserai plus ses problèmes, ni son attitude envers moi, définir ma vie. Pendant trop d'années, j'avais vécu en fonction de ses opinions, de ses besoins, de ses caprices. Ce chapitre était clos. J'ai étendu la main vers l'album photo sur ma table de chevet, le seul lien tangible que j'avais apporté de mon ancienne maison. J'ai tourné les pages jusqu'à une photo prise il y a 35 ans. Louis, le petit Marc et moi sur la plage. Nous sourions tous, heureux et insouciants. « J'espère que tu approuverais, Louis », ai-je murmuré, traçant mon doigt sur son visage, sur la photographie. « J'espère que tu dirais que je mérite cette nouvelle vie. » J'ai refermé l'album, le remettant à sa place. Demain était le dernier jour de préparatifs, et dans 3 jours, je me tiendrai sur le pont d'un immense paquebot, regardant le littoral disparaître, un vaste océan de possibilités s'ouvrant devant moi. C'est ainsi que j'imaginais ma nouvelle vie, sans le poids des offenses passées, sans le fardeau des attentes injustifiées, sans le besoin de constamment prouver ma valeur. Juste une vie remplie de nouvelles impressions, de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. Ma propre vie, que j'avais tant repoussée, mais qui avait enfin commencé. Avant d'aller me coucher, je suis sortie de nouveau sur la terrasse. Le ciel nocturne de Nantes était une toile d'étoiles à couper le souffle. Une légère brise portait le parfum du jasmin. J'ai inspiré profondément, me sentant calme et rassurée. « Merci », ai-je murmuré à l'univers, au destin, à moi-même. Merci pour cette seconde chance. À 67 ans, je vivais enfin la vie que j'avais toujours voulu. Et il y avait tant d'autres choses à voir, à ressentir, à connaître. Mais quand nous saisissons enfin la vie que nous avons toujours désirée, laissons-nous jamais vraiment les ombres de notre passé derrière nous? Ou deviennent-elles simplement une partie du nouveau paysage que nous choisissons d'habiter? Le dernier jour de préparatifs ressemblait à un rêve vibrant. J'ai retiré les devises étrangères à la banque, mon passeport serré, mes valises remplies de nouveaux vêtements éclatants et de ce guide de conversation espagnol étaient prêtes près de la porte. Madame Bertrand est arrivée ponctuellement, son rire communicatif emplissant la maison. « Prête pour le paradis ?» a-t-elle demandé, les yeux pétillants. À l'aéroport, l'air bourdonnait d'excitation. Madame Bertrand m'a serré la main avant que je ne me dirige vers la sécurité. « N'oublie pas ce magnet de la Barbade !» a-t-elle crié. En entrant dans le terminal de croisière, un navire colossal se dressait, scintillant contre le ciel bleu. Il était encore plus grandiose que je ne l'avais imaginé, une ville flottante. Un frisson, vif et exaltant, m'a traversé. C'était réel,
Ce n'était pas un rêve reporté ou un jour. C'était maintenant. Ma cabine était étonnamment douillette. Un petit balcon offrant un aperçu de l'océan. Bientôt, la corne du navire a retenti. Un son profond et résonnant vibrant à travers le pont. Je me tenais à la rambarde, la brise marine sur mon visage, regardant le littoral de Nantes rétrécir à l'horizon. Les arbres familiers, les toits lointains, ils se sont estompés, devenant des flous indistincts. Ce n'était pas un adieu alimenté par l'amertume, mais une libération tranquille et profonde. L'océan s'étendait, vaste et infini, reflétant les nouvelles possibilités qui s'offraient à moi. Ma propre vie, enfin, vraiment commençait. J'ai pensé à Marc, et une légère douleur a surgi. Mais elle a été rapidement éclipsée par l'immense liberté. Est-ce là la véritable essence de prendre un nouveau départ, où les échos du passé peuvent enfin s'estomper dans la vaste étendue d'un futur qui vous appartient vraiment? L'océan s'étendait devant moi, une vaste toile chatoyante de bleu et de vert, reflétant les possibilités illimitées qui emplissaient désormais ma vie. Les jours sur le paquebot de luxe s'écoulaient dans un rythme de douce indulgence et de nouvelles découvertes. Je me réveillais au doux murmure des vagues, dînais de mets exquis et explorais des îles gorgées de soleil. En Jamaïque, j'ai bravement marchandé un souvenir sculpté à la main, exactement comme Madame Bertrand l'avait suggéré. Un sourire triomphant sur mon visage. Le rhum local était effectivement puissant. À la Barbade, j'ai trouvé un joli petit magnet pour la collection de Madame Bertrand. Un petit morceau du monde reliant ma nouvelle vie à une nouvelle amitié précieuse. J'ai rencontré des gens fascinants à bord. Un professeur à la retraite de Lyon. Un couple célébrant leurs 50 ans de mariage. Une femme seule de mon âge qui, comme moi, voyageait enfin après des années à mettre ses rêves de côté. Nous avons partagé des histoires, des rires et une compréhension tacite des chemins sinueux de la vie. Mon espagnol, hésitante au début, est devenu plus confiant à chaque interaction. C'était une joie d'apprendre, de se connecter, d'être simplement Éléonore, libérée de tout rôle ou attente du passé. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes enflammées, je me suis assise sur le balcon de ma cabine, contemplant la mer infinie. Mon téléphone a vibré avec un message de Léa. Elle avait envoyé une photo d'elle, rayonnante, tenant un certificat. Note du premier semestre reçue. Mamie, première de ma classe. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Une chaleur s'est répandue en moi, plus profonde et plus intense que tout le luxe que la croisière pouvait offrir. Le succès de Léa était un témoignage tangible du sens que j'avais trouvé dans mon acte de défi. Plus tard, nous avons parlé. La voix de Léa, d'habitude si vive, contenait une note d'observation lasse lorsqu'elle a mentionné Marc. « Papa est toujours en train de s'adapter », a-t-elle confié. Il a un nouveau travail, dans une plus petite entreprise. Céleste est toujours assez contrariée par la tournure des événements. Ils ont bien eu une petite cérémonie, quelques semaines plus tard, juste en famille, dans un restaurant, mais ce n'était pas pareil. Elle lui rappelle constamment ses échecs. Il est plus calme, moins vantard, je suppose. J'ai écouté, une légère douleur dans ma poitrine, vite éclipsée par un sentiment de calme. Marc avait choisi son chemin, et les conséquences lui appartenaient seules. Je n'ai offert ni sympathie, ni jugement. Son chemin d'introspection, s'il avait lieu, devait être le sien. Je repensais à ma conversation avec Marc ce matin-là, après le mariage, à son visage furieux, à ses mots blessants. « Tu n'es pas ma mère, tu n'as jamais été une vraie mère pour moi. » Ces mots avaient autrefois eu du pouvoir, tournant le couteau dans mes peurs les plus profondes. Mais maintenant, dans le doux balancement du navire, sous un ciel rempli d'étoiles étrangères, ce n'était
que des échos. Impuissant, j'avais été une mère. J'avais tout donné. Et quand cet amour avait été utilisé comme une arme, j'avais trouvé la force de tracer une ligne. Ma nouvelle conseillère financière, Camille, avait eu raison. J'avais travaillé dur. Maintenant, je récoltais enfin les fruits de ce labeur. Non seulement en liberté financière, mais en libération émotionnelle. Le doux roulis du navire était une berceuse pour mon âme, un rythme de mouvement vers l'avant, de laisser derrière moi les eaux stagnantes de l'amertume et du regret. Ce n'était pas une vengeance, pas vraiment. C'était la justice, oui, mais plus important encore, c'était de l'autopréservation. C'était me choisir moi-même, enfin. Après une vie passée à choisir les autres, la croisière s'est terminée trop vite. Mais le sentiment qu'elle avait allumé en moi persistait. De retour à Nantes, l'air parfumé au jasmin de ma nouvelle maison me semblait encore plus doux, les couleurs de mes aquarelles plus vives. Mes cours d'espagnol continuaient. Madame Bertrand et moi avons planifié d'autres aventures. La vie ne consistait plus à gérer des déceptions ou à essayer d'obtenir l'approbation d'un fils. Il s'agissait de peindre, d'explorer, de me connecter et de découvrir qui Éléonore Dubois était vraiment, sans le poids des attentes de quiconque. Je me tenais sur ma terrasse nantaise, les magnolias vibrants se balançant dans la brise, sentant le doux baiser du soleil sur ma peau. Mon cœur était plein, non pas de ce que j'avais perdu, mais de tout ce que j'avais gagné. Une paix profonde, une estime de soi inébranlable et un avenir plus radieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'était une vie que j'avais trop longtemps reportée, mais qui s'était enfin épanouie, prouvant que parfois, les plus grandes trahisons mènent aux éveils les plus libérateurs. Avez-vous déjà ressenti que votre plus grande liberté venait de lâcher ce que vous pensiez nécessaire et d'embrasser le chemin inattendu? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte. Et si le parcours d'Éléonore a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre